s'impose. Le Stade de France exulte. Le Stade de France est debout, les collègues. Un jaillissement de joie, une incroyable satisfaction comme ça dans le stade. Tant la pression de cette fin de match était élevée, tant on ne savait pas où ça allait basculer, tant les deux équipes étaient concurrentes pour aller chercher cette victoire. Très peu de points les séparer, vous le savez, moins de 6 points. Ça a été haletant, palpitant, parfois même un peu étrange, tellement les deux équipes étaient serrées dans les intentions, et beaucoup de goût, notamment de la part des Irlandais, beaucoup de courage de la part des Français pour tenir ce score. Il y a eu ce dernier événement, un essai potentiel de Jaminet, mais refusé. Le but de pénalité de Jaminet derrière va quand même conforter la France. On ne l'emporte pas de façon miraculeuse, on l'emporte presque légitimement, 30-24. C'est pas énorme, mais c'est une énorme victoire. Ouais, très grosse victoire. Et c'est fêté comme il le faut au Stade de France. Mais que ce fut tendu. Ah ouais. Toute la seconde mi-temps était très tendue. On vous rappelle qu'on vire à la mi-temps avec un écart de score conséquent, 19-7. C'était plutôt bien, c'était plutôt joyeux. Les Français avaient été plutôt bons. Les Français qui avaient entamé ce match de façon fantastique. Un essai à la première minute. Et après, ça s'est équilibré. Les deux équipes ont été à tour de rôle. La seconde mi-temps est plutôt d'allure irlandaise. Les Irlandais vont nous marquer 2 essais. Ils ont 2 ou 3 occasions. Ils nous dominent presque toute la mi-temps. Mais les Français, par à coup, ils viennent dangereux. 2 ou 3 fois, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Jusqu'à marquer cet essai de Jaminet qui va être refusé. Mais quand même, entre les pieds de Jaminet et la pression effectuée dans les 10 dernières minutes, les Français vont maintenir leur score, vont protéger leur victoire. On vous le redit, l'écart n'est pas énorme, mais l'écart est certain. D'abord, 30-24, et c'est quand même une très belle performance française. Quentin, on va écouter les réactions évidemment au micro du diffuseur dès que c'est disponible. On est en direct évidemment sur Sud Radio. Et dès qu'il y a une réaction auprès des diffuseurs et qui est diffusable pour nous, Quentin Cavani, tu nous fais signe. Au courant, évidemment. Et ça marche, merci beaucoup. On a vu des Bleus se congratuler parce que ça a été vraiment très dur aujourd'hui. Et il y a Damien Penaud qui va répondre dans un instant aux questions les Irlandais. Les Irlandais, c'est la fin déjà. Alors ils n'ont pas perdu le tournoi, mais le grand chelem qui part comme ça, c'est dur. Damien Penaud qui va s'exprimer au micro de France Télévisions dans un instant avec évidemment des Bleus qui font déjà un peu la fête. Gaël Ficou qui est bien avec Peato Movacal, ils sont en train de se congratuler. Romain Taofi-Fénois qui se rapproche de la tribune et évidemment les Bleus qui sont les Bleus qui se congratulent encore. On sent qu'il y a une telle joie, une telle pression, une telle difficulté à aller dominer ces Irlandais que la joie est incontestable. Damien Penaud, mais on dira que les Irlandais pour l'instant restent au centre. Ça a été un bras de fer pendant 80 minutes, on est resté solidaires. Il y a eu un énorme état d'esprit et on est très content de cette victoire. Damien, vous avec Damien Penaud, Quentin Cavanis qui disait qu'il était absolument ravi de cette victoire. La solidarité, voilà, pas un moment on a douté et voilà, on s'est remis la tête à l'endroit et on est allé de l'avant et c'est ce qui fait notre force aussi. Voilà, c'est ce qui a fait notre force. Exactement, les Français qui n'ont jamais douté, c'est ça qui dit en substance. Ils ont relevé la tête et c'est ça qui a fait leur force. Jamais douté. C'est bien de leur part, c'est magnifique, ça c'est pas trop, ça c'est mieux quand même. Moi, on les a sentis en place, mais nous avons douté. On a pensé à un moment, à un quart d'heure de la fin, quand on les trouve un peu bas en santé, quand on les trouve moins agressifs, quand on les trouve un peu moins en construction, on a pensé qu'ils étaient peut-être un peu bas en réserve de santé, d'énergie et de gaillardise. Et puis finalement non, ils ont bien fini les Français. On vous rappelle qu'ils sont donc victorieux, qu'ils sont heureux, les Français se congratulent. Les Irlandais sont restés au centre du terrain. Tant que les Français derrière leur congratulations, on dira, tant qu'ils ne se sont pas mis ensuite en aller, on dira, pour que les Irlandais puissent passer au milieu et être salués par les Français, ce qui est un magnifique geste, la haie d'honneur des Français qui ont laissé passer un à un et en les complimentant, en leur faisant des compliments, à ces Irlandais qui ont été jusqu'au bout de valeureux adversaires, et même plus que ça, puisque encore une fois, on vous le répète, ça s'est joué à très peu sur l'allure générale du match. Ces deux équipes n'étaient pas si éloignées que ça, et les Français peuvent être infiniment heureux parce que c'est quand même une très belle victoire sur une très belle équipe d'Irlande. Antoine Dupont qui est en train de répondre à France Télévisions, Quentin Cavanis. On va accueillir dans un instant aussi Julien Thomas. On entend Antoine Dupont.
un peu plus de consistance nous aurait permis d'être plus tranquille, d'avoir une fin de match un peu moins serrée, mais bon, on va pas faire des fines bouches. Oui, tu peux laisser les questions quand il n'y a pas de problème. L'équipe de France est la seule équipe invaincue et il faudra... C'était fini, c'est pour ça. Ah bah voilà, d'accord. Merci beaucoup Quentin. Puis je dirais ainsi, il y a Grégory Aldrit qui va s'exprimer au stade, qui va parler au public français dans un instant. On écoute Grégory Aldrit parce que ça peut être intéressant. Ah, il dit que c'était une ambiance énorme. Si on l'a fait, ceci grâce à vous. Ouais. 2 essais français, 3 essais irlandais. Tout à fait, Daniel. On accueille Julien Thomas. Julien, rebonjour. Rebonjour. Quel match on a assisté. Ouais, effectivement, incroyable. On a assisté à un sacré match, une intensité de tous les niveaux, de tous les instants. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, la victoire des Bleus, 30-24. On va poser une question simple. Je vais laisser Daniel réfléchir sur ce point-là. Et Julien, toi, je te prends de court. Oh, salut Julien d'abord. Salut Daniel. Quel mot, Julien, pour le plaisir. Qualifier la victoire de l'équipe de France? Quel mot? Splendide de A à Z, splendide dès l'entame, splendide dans la construction et dans l'efficacité de leur match. Il y a eu des trous d'air, peut-être en seconde mi-temps la reprise, mais en tout cas elle a répondu à chaque fois que les Irlandais étaient pragmatiques, a répondu immédiatement ces Français, et ça prouve la force des grandes équipes de répondre immédiatement. Donc pour moi, je trouve une équipe de France splendide parce que c'était une finale dans la finale avant l'heure de ce tournoi destination. Ouais, une finale avant l'heure. Le mot est splendide. Donc c'est un joli mot, alors que les Bleus sont en train de faire un clapping là avec le public du Stade de France. Une communion entre supporters et joueurs. Vous entendez des acclamations de l'ancien Dionysienne. Daniel, le mot splendide, quel est ton choix? Quel est le mot que tu choisis pour caractériser cette victoire des Bleus? Alors la victoire splendide me va bien quand même, puisque ça veut dire qu'elle a du coffre, elle est animée par du pétillant, par une vitalité permanente. Tu vois, l'équipe de France se l'est pelée, elle est restée haute dans l'engagement physique, elle est restée haute dans la concentration, elle est restée haute dans toutes les formes de défis, elle est restée assez haute dans la construction. Donc on peut quand même dire que tous les éléments de la splendeur ont habité le jeu du 15 de France. Sur l'allure générale du match, moi je dis haletant, tu vois. Le match, les deux équipes sont proches, ça nous coupe un peu la respiration, le temps que les Français semblent un peu devant. Quelle belle entame, et puis les autres ils reviennent, et puis quelques c'est difficile, et puis en seconde mi-temps les autres nous font la misère. On leur marque un essai mignonné, on dira au joli, mais bien on en prend 2 derrière dans le suivant, et à la sortie la seconde mi-temps elle est toujours à l'équilibre, un peu devant, un peu jamais franchement derrière quand même le 15 de France. Mais rappelons qu'il y a 3 essais pour les Irlandais et 2 pour nous, donc on voit bien que l'équilibre et le fait qu'on soit tout le temps à l'équilibre avec une volonté colossale de la part des Français de rien céder, ils ont défendu comme des diables ces Français sur l'ensemble du match, parce que quand même l'Irlande en a fait beaucoup, l'Irlande a proposé beaucoup, dans le dernier quart d'heure ils en proposent énormément, et propose ça veut dire qu'ils ont construit du jeu, et à la sortie splendide et haletant, ça me semble assez bien définir le match. Splendide donc pour Julien Thomas, haletant pour Daniel Herrero. Quel est le choix de Philippe Spanghero? Rebonsoir Philippe. Salut messieurs. Ciao. Tu vas bien? Ça va très bien. Merci. Alors quel est le mot que tu choisis? Grand match. Solide. Solide, pourquoi? Solide, parce que on a pris ces Irlandais sur leurs fondamentaux. On a été capable de maintenir un volume de jeu, un rythme pendant 80 minutes que les Irlandais ont peu vu, qu'on leur a peu proposé. On a été capable de les déstabiliser, et en deuxième période, quand on a un peu perdu la possession du ballon, on a su rester extrêmement solide en défense et répondre à ce défi qu'on savait être une des clés du match sur les rucks, et c'est cette défense sur l'homme où les Français ont toujours répondu présent. Le coaching a été bon, le coaching a été fait au bon moment, et on a su prendre les Irlandais sur leurs fondamentaux pour décrocher une victoire, je crois, d'envergure, qui fait partie des victoires fondatrices de ce groupe.
victoire fondatrice. On le dit parfois trop souvent ce terme-là. Pourtant là, en quoi il fonde quelque chose aujourd'hui ce match-là, Daniel? C'est vrai que le fondatrice, ça veut dire que tu as installé presque de façon définitive les bases, les fondements, tu vois, d'une aventure à venir, quoi. Ce qui est en place, les définitivement. C'est ça une fondation, oui, tu vois. Tout à fait. Voilà. Et là, on pourrait dire, l'année dernière, rappelons-nous, quand on bat l'Angleterre, on se dit, oula, une victoire qui pourrait être fondatrice pour cette équipe qui se bâtit. Après, dans l'automne, on a eu ce match contre les All Blacks où on avait la sensation qu'on arrivait enfin de bâtir. Tu vois, on avait grandi, ça va, on n'allait pas bâtir, on n'allait pas être en mouvement permanent de mettre des fondations, quoi. On avait fait le gros œuvre. Voilà, on avait fait plus que le gros œuvre. On avait, oh putain, c'est bien bâti. Il y avait un fondement qui était robuste. Le fondement, il était sur quoi? Sur l'extrême agressivité générale produite par cette équipe de France. Le fondement, il était sur la rudesse d'ensemble dans la construction défensive qui va avec. Ce fondement, il était malgré tout sur la capacité à créer du jeu à peu près dans toutes les situations. Plutôt, pas tout le temps, mais ce fondement, il était sur un jeu au pied exceptionnel à ce haut niveau-là. Oh là, ça c'est encore en place aujourd'hui. En cela, ça contribue à une fondation de robustesse. Et effectivement, s'il nous dit, Philippe, s'il dit fondateur, en même temps, il vient de préciser que c'est le solide qui donne la sensation de cette fondation. Ça, toute la solidité, elle est en place. Nous voyons bien que dans le sens du jeu, c'était un peu plus difficile. Ça, c'est d'abord plus compliqué, quoi. La construction générale d'un jeu collectif. Les Français sont bien, ils sont pas mal. Cette équipe d'Irlande était aussi bien, sinon même un peu mieux aujourd'hui, tu vois, en cela. Mais quand même sur l'allure, plus que l'allure générale, mais sur les gros paramètres qui construisent quand même une aventure collective, tu vois, en rugby, eh bien là, les Français, toutes les bases, honnêtement, elles y sont. Et elles sont confortées, toutes ces bases de jeu, elles sont confortées par une incroyable sérénité. Ce qu'on vient de ressentir, on vient de dire, ah bien, jusqu'au bout, ils sont pas inquiets. Tu vois, jusqu'au bout, on entend Antoine Dupont, il dit, ouais, ben, aucun souci. Tiens, tu vois, Damien Pegnot, qui aligne pas toujours les grands raisonnements, il dit, oh, on était bien jusqu'au bout. Putain, tu dis, oh là là, tu vois, tu sens comme ça quelque chose qui est une assez grosse force morale quand elle est collective, qui est la sérénité. Rien ne trouble j'allais dire, le cœur de ces hommes-là, quoi. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, moi je disais à le temps, parce que quand même les 10 dernières minutes, elles sont complètement angoissantes, quoi. Très angoissantes, effectivement. Continuons d'en parler ensemble jusqu'à 20h30. Le débrief jusqu'à 20h30 en direct du Stade de France avec toute l'équipe Sud Radio. Daniel Herrero, Philippe Spanghero, Julien Thomas, Rémi Dos Santos, Quentin Cabanis, voilà, et Hugo Pérez pour l'animation sur les réseaux sociaux. Dispositif exceptionnel sur Sud Radio et les Bleus le méritent bien. Ils viennent de s'imposer 30-24. On discute avec vous dans un instant sur Sud Radio. Vous les auditeurs, 0826 300 300. À tout de suite. Alexandre Priam. Sud Radio en direct du Stade de France dans une jolie soirée évidemment puisque les Bleus viennent de s'imposer face à l'Irlande 30-24 avec deux essais côté équipe de France, des essais signés notamment d'Antoine Dupont qui a été le premier marqueur d'essai. Cyril Bay ensuite a pris le relais, 3 essais côté Irlande par Mac Hansen, Josh Van Der Flyer et Jamison Gibson Park à la 49e minute. Toute l'équipe Sud Radio est là avec Daniel Herrero, Philippe Spanghero, Julien Thomas et Rémi Dos Santos. Bonsoir Rémi. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Avec un point statistique, qu'est-ce qu'on peut noter pour l'instant sur la victoire des Bleus comme ça à chaud? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort en chiffres? Eh bien il y a quelque chose qui ressort, c'est que le match a été très serré, on l'a vu sur le terrain et ça se ressent dans les statistiques. Je vais vous en donner quelques-unes. En possession, c'est un court avantage à l'Irlande, 54-46. En pourcentage de plaquage réussi, les deux équipes sont à 91%. En mètres parcourus, les Bleus en ont fait 348 contre 332 aux Irlandais. En course, on a 98 pour les Bleus, 101 pour l'Irlande. Donc vous l'avez compris, la différence, elle s'est jouée sur quelques détails. Il y a 3 pénalités de plus contre les Irlandais, 10-7. Et c'est peut-être ça qui, au final, a permis aux Bleus de l'emporter de 6 points. Daniel, cette proximité-là, finalement on l'a aussi un peu retrouvé sur le terrain, deux équipes finalement au niveau proche. Oui, alors il y a des choses intéressantes et pourtant l'allure générale, tu vois, du match me semble, notamment sur la seconde mi-temps, un peu plus à la construction irlandaise. Mais on voit que sur la possession c'est kiff-kiff, 54, 46 ou 48. On voit que sur le nombre de plaquages c'est kiff-kiff, 90% de part et d'autre, ça veut dire qu'ils en manquent très très peu. On voit que sur les mètres parcourus c'est aussi kiff-kiff. Ce qui veut dire que la défense française
française et la défense irlandaise quand même ont beaucoup bloqué, qui a peut-être un peu plus de construction, mais qui n'a pas amené de grande dangerosité. Et ils en ont fait peut-être un petit peu plus, ces Irlandais, encore une fois, notamment en seconde mi-temps, ce qui montre malgré tout que sur le match, 3 essais à 2, c'est pas grand-chose, d'autant que l'essai refusé à Jaminet aurait pu faire 3 essais à 3 et qui aurait aussi conforté encore une nouvelle statistique, c'est-à-dire qu'en termes de conclusion, les deux équipes étaient assez proches. C'est vrai que le nombre de pénalités un peu plus haut contre les Irlandais a fait quand même que le nombre de points marqués par Melville Jaminet, il est décisif sur le dessin du match. William a composé le 0826 300 300. Bonjour William, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir William. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire des Bleus? D'abord, très heureux parce qu'on a gagné un match de niveau international. On sait qu'on attaque le tournoi tous les ans contre l'Italie. On voit plus ou moins les mêmes matchs depuis 20 ans avec une équipe qui s'accroche mais qui ne propose pas le niveau international. Aujourd'hui, bien évidemment, les statistiques sont équilibrées parce que ce sont 2 des 4 meilleures équipes au monde actuellement. Donc c'est simplement la logique, mais match serré, match accroché, match de niveau international, mais match gagné. Donc aujourd'hui, vraie satisfaction, parce qu'on a eu d'une part, on a été capable de proposer du jeu, d'être inventif, d'être malin, d'être joueur, et d'être aussi combattant quand il a fallu. Oui, effectivement, c'est ce qu'on peut noter. Julien, tu es d'accord avec les propos de William ? Ah, tout à fait, je rejoins William, c'est une équipe de France qui quand même mérite pour moi la victoire. D'autant plus que quand même c'est l'équipe d'Irlande qui a 9 victoires d'affilée consécutives, donc il fallait quand même relever ce défi-là, chose que les Français se sont préparés, vu l'interview de fin de match de Fabien Galtier au micro de France Télévisions, le regard, les yeux brillants, à mon avis c'était quand même un match particulier et une envie forte de leur part de quand même dominer cette équipe d'Irlande qui est pour l'instant européennement la meilleure. Donc pour eux c'était une finale, les Français se sont préparés pour. Attention quand même de ne pas tomber. Je joue l'Italie, je me mets en fait au rapport de force d'adversaire, et quand je joue l'Irlande ou les All Blacks, je me transcende et je peux me permettre de gagner ces matchs. Donc ça peut nous jouer des tours peut-être sur la suite. Oui, effectivement, avec on a vu effectivement beaucoup d'émotions. On a Cameron Wauquiez qui est toujours en train de discuter avec le public. On voit des drapeaux français s'agiter. Le stade est en train de se vider évidemment du côté du Stade de France. William est toujours avec nous et reste avec nous. Philippe, est-ce que tu es d'accord sur cette idée-là qu'on a vu un match de très très haut niveau avec 2 des 4 meilleures équipes du monde, comme disait William, notre auditeur. 2 équipes d'ailleurs qui ont battu les All Blacks, comme me souligne fort justement Quentin Cabanis. Ben oui, factuellement, c'est mathématique. Au classement World Rugby, on a ces équipes qui sont dans le top 5 mondial en ce moment. Et puis, comme le soulignait William et les statistiques que nous donnait Rémi, 10 fautes à 7. C'est clairement une des réponses à cette victoire française, puisque on avait vu les Irlandais extrêmement disciplinés la semaine dernière à domicile, avec une performance, je crois, jamais vue en match international, pénalisés pour la première fois à la 54e minute de jeu. Et là, ils ont été en difficulté en première période. Et je crois que c'est dû à l'intensité qu'a proposé le 15 de France et le rythme qu'on subit ces Irlandais, clairement, et toute la dimension physique que leur ont opposé les Français, notamment sur les zones de ruck. Donc les Français se sont nourris des fautes dans le camp irlandais sans être géniaux, mais en étant très pragmatiques. Et ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est de voir cette capacité à alterner les initiatives, la volonté de produire du jeu ambitieux et ce pragmatisme. Voilà. Et on sent qu'elle grandit, cette équipe, qu'elle se construit dans la gestion des matchs. On avait un point d'interrogation avant cette tournée de novembre, parce que on avait longuement parlé de la gestion des fins de match avec le tournoi précédent et cette tournée de juin en Australie qui avait été un peu cruelle sur des scénarios de fin de match. Mais là, depuis ce match contre les Blacks, on sent que cette équipe de France, elle a encore franchi un palier dans la maturité. Est-ce que les Bleus sont légitimement, évidemment, dans les faits, William, notre auditeur, les Bleus sont clairement sur la voie du Grand Chelem. On est la dernière nation en lice, donc c'est factuel. Est-ce que les Bleus développent le jeu pour aller chercher ce Grand Chelem? On sait qu'il faut être excellent pour aller le chercher, William. Est-ce que les Bleus sont excellents? Alors, on a envie de le penser, bien évidemment. Ça fait tellement longtemps qu'on attend d'avoir une équipe de France qui peut ambitionner un Grand Chelem. Sur le match d'aujourd'hui, on a été capable de battre une très belle équipe d'Irlande.
Donc oui, il est tout à fait légitime de se dire, de se poser en tant que l'unique candidat sérieux pour le Grand Chelem. Avec ce type de performance, ce sera tout à fait réalisable. Avec une entame où on a réussi à marquer, souvenons-nous les Anglais qui performaient pendant 2, 3, 4 ans, avec toujours ce type d'entame, en marquant rapidement, en tentant des coups depuis les 4 coins du terrain. Donc aujourd'hui, on est capable de montrer des signes d'une très belle équipe. Alors peut-être qu'on s'en porte parce qu'on est tellement heureux de voir une équipe de France performante, mais c'est quand même des signes importants de domination et surtout de grande confiance. Et on sait que les équipes qui sont capables de performer, c'est-à-dire avoir 5 victoires à la suite face à des vrais candidats et des équipes majeures, ont un capital confiance assez important. Daniel. Oui, alors si on analyse le trajet de l'équipe nationale de rugby français, quand même c'est haut depuis un moment. Et effectivement, toute la saison dernière, ça s'était joué à des fins de match un peu étranges, mais on aurait pu battre tout le monde, on aurait pu aussi en perdre un ou deux de plus. Mais quand même, sur l'allure générale, il y a une conformité à des matchs de bon ou de très très bon niveau, avec des régularités, notamment sur les bases qui nous faisaient tout à l'heure dire ce que disent aussi tous les collègues qui sont avec nous ce soir, que quand même sur les fondements, c'est bon ou c'est très bon. Il reste après à analyser le détail du jeu. Là, aujourd'hui, on a vu un beau match. On a vu un bon match. Il est tonique, il est incisif, il y a des choses sur le terrain. Il se passe des trucs. Il y a de la construction, il y a de la réflexion sur le jeu. Tu vois, sur l'intelligence stratégique de part et d'autre, il est bon, quoi, le match. Hein. Et en même temps, on va l'analyser un peu plus dans le détail. On va dire, par exemple, on a peu cité Robin Ntamak. C'est vrai. Sur le jeu de construction offensive par notre ligne de 3 quarts, pas trop mal, mais on voit l'explosivité incroyable de nos ailiers. Putain, ils ont ce pétillant-là qui est à tout moment dangereux. On a vu Antoine avec quelques résurgences de ce potentiel dangerosité sur la défense adverse. Après, dans la construction, on dira bon, pas mal, mais pas bon, pas très très bon. Mais c'est un détail parce que après la confirmation, c'est qu'on est dangereux sur des ballons de récupération. Voilà, on a quand même beaucoup tapé dans notre camp. Énormément de coups de pied. On va faire cette statistique-là. Je l'ai, 32. 32 coups de pied des Bleus, 32 coups de pied des Irlandais. Voilà, donc c'est clair. Alors maintenant, voyons où on a tapé. On a tapé soit du jeu au pied offensif, tu vois, où on a tapé quand même beaucoup de jeu au pied, dit de pression, dans l'entre-deux-jeux, dans notre camp. C'est qui atteste des volontés de jeu, mais ça donne une forme de sérénité. Cette équipe de France, putain, elle n'est jamais affolée dans son camp. Bon, elle tape. On se dit, parfois, on aurait pu en faire un peu plus de ces ballons-là, mais il y a dans la construction, nous semble-t-il, ces dernières étapes qui fait qu'il y a un potentiel offensif qui est sans doute à soigner, qui est sans doute un peu amélioré. Alors, à voir comment dans les constructions d'équipe, dans les formations d'équipe, on a aujourd'hui cette incroyable tonicité d'ensemble qui s'est revue, qu'on n'avait pas bien vu la semaine dernière, qui s'est revue et qui s'est actualisée. On a cette générosité défensive, on a cette robustesse, cette sérénité dans le combat qui est quand même absolument admirable. Et puis on a, par exemple, encore une fois, derrière, le potentiel incroyablement explosif de nos ailiers. Et peut-être, c'est le détail qui va nous amener à avoir des grandes espérances. Hein, plutôt. Là, on dit, on a presque battu tout le monde. On a battu les grands et les gros. Les deux, Irlandais et All Blacks, dans les 3 derniers matchs, ça atteste ça. Hein. Ah oui. Ça atteste. C'est une signature. Tout le monde doit te craindre quand tu te vois arriver. C'est légitime. Aujourd'hui, par exemple, signalons que dans la tribune de presse, ceux qui analysent le monde des matchs, elle était bondée. Alors que blindée. Hein. Ouais, blindée. C'est rare. T'avais les commentateurs tchétchènes qui étaient présents, tu vois. Non, mais ceux qui viennent des Inuits, qui en avaient aussi. Donc tout le monde s'intéresse à ce genre de match. À notre gauche, il n'y a que les Irlandais. Il n'y a plus que en tribune de presse au passage. Non, on comprendra que la dangerosité de l'équipe de France, quand même, maintenant est attestée. Sur le détail, il me semble que dans la construction générale, la variation du jeu, il y a encore à progresser. On continue évidemment de parler des Bleus. On va s'intéresser aux Irlandais dans un instant. Et aussi, on évoquera les meilleurs joueurs de l'équipe de France. On va faire tout en détail, évidemment, avec dans un instant notre invité Bernard Jackman, l'ancien talonneur du 15 du trèfle. Si la technique est avec nous, ça devrait fonctionner. Merci beaucoup, William, d'avoir composé le 0826 300 300. William, à et merci d'être aussi fidèle. On revient dans un instant sur Sud Radio. On continue de parler de cette victoire de l'équipe de France face à l'Irlande jusqu'à 20h30 avant de basculer vers le top 14. À tout de suite. Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio Rugby, Alexandre Priam. En
En direct du Stade de France après la victoire des Bleus du rugby 30-24 pour la deuxième journée du tournoi des 6 nations. L'Écosse s'étant inclinée en début d'après-midi du côté du Pays de Galles. Les Bleus sont seuls en lice pour le Grand Chelem. On est toujours avec Daniel Herrero, avec Philippe Spanghero, avec Julien Thomas, Rémi Dos Santos, Quentin Cabanis, Hugo Pérez, toute l'équipe Sud Radio Rugby, et on salue évidemment François Trio. Toute l'équipe Sud Radio Rugby est mobilisée pour continuer de vous faire vivre ce match après le match évidemment, et on va se poser la question des meilleurs Bleus aujourd'hui, quand les meilleurs joueurs de l'équipe de France aujourd'hui face à l'Irlande. Daniel Herrero réfléchit à celui qu'il va choisir. On va attaquer évidemment avec Philippe Spanghero, pris au dépourvu. Philippe, quel est pour toi le meilleur Bleu sur le terrain aujourd'hui? Qui a été le meilleur Bleu? C'est dur d'en sortir un, mais comme ça, spontanément, toujours Aldrit, Julien Marchand, Gab Benvilliers. J'ai une mention spéciale quand même pour Gabin Villiers que j'attendais pas à ce niveau. Gabin Villiers, donc le choix de Gabin Villiers, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a surpris dans le niveau de Gabin Villiers, qui était d'ailleurs élu homme du match la semaine dernière? Qu'est-ce qu'il a apporté aujourd'hui à l'équipe de France? Il a apporté beaucoup. Il a apporté beaucoup de sécurité. Il gratte, je crois, aujourd'hui 3 ballons importants. C'est un joueur qui crée le danger en permanence, qui vient se déplacer, se proposer beaucoup de solutions dans la ligne. Il a été sûr sur les ballons hauts. Il a été très solide défensivement. Très pressant sur l'homme. Il fait un match assez parfait, un début de tournoi exceptionnel. Donc il s'affiche comme une des valeurs sûres quand même de ce 15 de France. Julien Thomas, quel est ton choix? Mais le choix va porter sur peut-être les nouveaux venus. Moefana, je l'ai trouvé très bien dans son analyse de jeu, à jouer les duels, à essayer d'accélérer, de passer les bras, de jouer vraiment son vis-à-vis, ce qui n'est pas facile face à des centres comme il y avait en face irlandais. Donc Moefana, mais François Cross, pour moi, c'était le travail de l'ombre. Si on le regarde vraiment avec une loupe sur ce match, c'est vrai qu'il n'est pas sorti peut-être comme Aldrit, qui a été élu, il me semble, homme du match au Stade de France, mais François Cross à côté, il a été le mec besogneux, comme on dit, le ratagas dans les rucks. Il a gratté des ballons, il a été au four et au moulin. Donc avec ce changement et puis cette nouveauté en troisième ligne, a apporté quand même sa pierre à l'édifice. Alors ton choix, Cross ou Moefana? Cross. François Cross. Ok. Allez. Je vois noter François Cross. Daniel, quel est ton choix? Il est toujours difficile pour quelconque analyste du jeu de rugby de sortir un joueur quand le match a eu cette intensité et quand le jeu collectif signe la performance d'une équipe. Tu vois ça? Moi, par exemple, j'ai envie de te dire, alors j'ai bien aimé les deux. Les collègues, ils nous disent, Grégory Aldrit, c'est lui qui a porté le plus de balles, c'est lui qu'on a vu le plus. Donc, il met de la lumière, le fait qu'il porte de la balle dans un match comme ça, qui est si difficile. Et chaque fois que tu la touches, que tu la plus forte raison que tu la bonifies, quand même, c'est tellement dur. Mais c'est le porteur de balle, quoi. Et puis Julien, il nous dit, l'ombre, l'enfant de l'ombre. C'est dans l'ombre qu'il y a eu le brillant, quoi. C'est dans l'ombre qu'il y a eu le plus remarquable. Et dans la zone de l'ombre, là, on pourrait presque tous les mettre, notamment tous les avants, même tous d'ailleurs. Et on ressortirait peut-être, pourquoi pas, François Cros, qui est dans la zone des ténèbres, probablement le plus constant, le plus vaillant, le plus bon. Voilà, moi je dirais le nettoyeur. Je dirais l'homme nettoyeur. Tu vois, alors, qui est-il? Et voilà, mais qui est-il? Tu le vois, le nettoyeur. C'est celui qui arrive dans un point de fixation et qui vient sécuriser ou reconquérir la balle immédiatement après l'arrêt, quoi. Celui qui vient déblayer, ou celui qui vient sécuriser, ou celui qui vient affronter, ou celui qui vient exposer son corps j'allais dire, au missile adverse, quoi. Tu vois, voilà. Là, celui-là, aujourd'hui, pour moi, il est décisif. C'est-à-dire, la victoire dans la France s'inscrit dans la zone meurtrière des défis tu vois, les plus fuego, les plus feux, ceux autour de l'arrêt de jeu ou du plaqueur plaqué. Là, je mettrais les doigts. Alors, quand même, je trouve qu'il y a presque une légitimité parce que Grégory Aldrit, il a été très très bon, très efficace. Sa robustesse a été très efficace dans le rôle du nettoyeur. Sa robustesse a été aussi efficace dans le défi physique et dans le porté de balle. Donc quand même, il additionne 3 ou 4
valeurs qui en font à mes yeux légitimement le meilleur joueur du match. Enfin, le meilleur joueur du match. Ouais, ouais. Mais quand même qu'on n'aime pas, nous Français, qu'on n'aime pas sortir un mec quand c'est cette aventure collective qui est la référence. Et je dirais même mieux, je serais incapable de dire quel est le meilleur joueur irlandais dans cette équipe d'Irlande, avalue par sa valeur collective. Moi, j'ai beaucoup aimé Tad Furlong, Tag Burn aussi, l'arrière Hugo Killan a été. Ouais, effectivement. On sait qu'on va affronter l'Écosse maintenant, dans 2 semaines. Oui, Gibson Park, c'est vrai aussi, qui sort peut-être un peu vite. On était un peu surpris de la sortie de Gibson Park, effectivement. On sait que les Bleus maintenant vont affronter l'Écosse dans 2 semaines. Ce sera évidemment sur Sud Radio. On va probablement affronter une équipe peut-être un peu plus portée sur le déplacement. Est-ce qu'on doit changer des choses? Est-ce qu'il faut modifier cette équipe de France, Daniel? Il y a une intelligence stratégique et ça me paraît un des attributs indispensables chez nos coachs. Pas déconner les collègues. Il faut quand même qu'on mette un peu l'articulation intellectuelle, j'allais dire, en jeu quand tu décides. Effectivement, l'équipe d'Écosse va nous proposer probablement plus de mobilité. Aujourd'hui, on a eu une petite lueur orange, je dirais, limite rouge, à un moment du match où on dit oh, on manque un peu de santé. J'ai mémoire, j'allais dire l'entretien avec un entraîneur black qui me disait quand tu joues contre les Français, il faut aussi qu'on leur mette le poumon en feu pour pas que tout leur potentiel créatif puisse s'exprimer. En d'autres termes, il est probable que les Écossais vont nous proposer peut-être un petit peu plus de mouvement ou un peu plus de désordre potentiel ou peut-être même un peu plus de passes dans les axes du jeu que ce que l'on fait des Irlandais. Il pourrait y avoir une intelligence à reconfigurer un peu, notamment notre pack d'avant. Moi, je pense, hein, mais c'est pas certain. Aujourd'hui, il y avait quand même à la fois cette urgence de tonicité. Tu vois, de tonicité et de robustesse que peut-être il y aura un peu moins. Mais il me semble que tous les hommes qui ont été sur le terrain aujourd'hui peuvent et doivent, sont potentiellement aptes à affronter les Écossais. Quoi. Avant de poursuivre cette question, que changer face à l'Écosse? Le point stade justement sur les hommes qui se sont exprimés aujourd'hui côté bleu, je précise bien, Rémi Dos Santos. Eh bien, messieurs, j'ai ressorti les statistiques des joueurs qui ont été cités par vous, messieurs. Gabin Villers, c'est 5 plaquages, 4 réussis et 2 défenseurs battus. Donc sur les statistiques, il n'y a pas grand-chose qui ressort parce que l'activité qu'a mis Gabin Villers, elle ne se quantifie pas, on va dire. C'est un peu ça qui ressort. Par contre, si on regarde François Cros, c'est 12 sur 13 au plaquage, hein, c'est le 2e meilleur tricolore là-dessus. C'est donc un seul plaquage manqué. Il y a que Anthony Gelon, hein, qui fait mieux. Et puis sur des stats, on va dire pures, il y a évidemment Antoine Dupont encore, hein, qui parcourt 46 mètres aujourd'hui, ballon en main, qui bat 3 défenseurs et qui évidemment marque un essai, le premier de la partie. Tiens d'ailleurs, le match de cette charnière, on attaque le match en disant cette charnière on va la regarder aujourd'hui. Bon, elle marque le premier essai de la rencontre, mais quel a été le match de la charnière des Bleus ensuite, Daniel? Mais la façon dont tu poses la question semblerait dire qu'elle débute bien et puis après elle ne s'assoupit pas, mais elle ne retranspire pas l'ascendant. Elle ne dégage pas la maîtrise absolue. Bien que, il nous semble par exemple que Romain Ntamack ait joué dans la tranquillité. On l'a jamais vu dans le trouble, il s'est tiré de rien. Une fois, à un moment, là, il fait une passe un peu hasardeuse dans le 22 mètres, et là, c'est panique. Mais voilà, bon. une fois, il est pris un peu en pression, il pousse la balle un peu ou dilettante ou un peu apeuré, peu importe, ce qui signe pas ce joueur-là. Mais quand même, sur l'ensemble, il a été plutôt bon quand il a eu la balle. Il a plutôt bien transmise, mais pas souvent à ses centres. Il s'est pas mal servi de ses pieds, mais pas toujours très bien. Il a pesé sur le match de façon légitime et en rien extraordinaire. Légitime, ouvreur tranquillou, ouvreur de gestion, peu d'initiative personnelle, 2 ou 3 fois, face à une défense toujours très compliquée, les défenses qui te coupent les extérieurs, les défenses qui te font rentrer dans les entonnoirs, tous ces boucans pour les ouvreurs, les boucans absolus. Tu cherches à donner dehors et tu peux pas donner dehors parce que toi c'est coupé, on t'amène dans un entonnoir qui est un coupe-gorge, c'est souvent difficile où les transmissions sont ou vers les extérieurs ou vers les intérieurs, toujours très compliqué. Alors, il fait plutôt un bon match. Et maintenant, bon, on peut sur Antoine. Ah, pas mal. Pas top, mais pas mal. En d'autres termes, on est sensible à quoi? Il nous semble un peu plus dynamique, tonique, incisif, meilleur sur les appuis qu'il était la semaine dernière, pas radicalement meilleur à l'éjection.
qui reste son petit point délicat d'analyse. Il porte toujours un petit peu, un pas ou deux, tu vois. Il n'a pas manqué quasiment une transmission, je pense pas. Et en initiative personnelle, il n'y a pas de dangerosité maximum. Mais on l'a vu une fois ou deux. Il marque l'essai. Celui-là, il est beau et il nous fait hurler de bonheur, à la fois pour l'équipe nationale évidemment et pour lui. Et puis ensuite, bon, on l'a vu, j'allais dire, actif. Mais quand même, les signaux font qu'à l'heure de jeu, on se dit il y est un peu moins bien, que la seconde mi-temps, elle est un peu lentement mais sûrement vers la baisse. Et hier, il est remplacé à la 65e. Voilà, un quart d'heure de la fin. On pense les coachs et les indicateurs qu'ils ont de toute sa santé, de sa forme, le mettent au repos, quoi. Voilà, on ne peut pas dire qu'il y a encore une souveraineté sur le match venue de notre paire de demi. Mais il y a par contre, probablement, quand tu sais plus dire si c'est très bon ou c'est très mauvais, tu dis c'est pas trop mal. Et quand c'est une paire de demi, tu dis elle a quand même plutôt bien géré, ce qui je crois est vrai. Et en l'occurrence, elle a plutôt bien géré dans la forme sereine. Tu vois, tu as senti jamais d'affolement. Philippe, tu disais la semaine dernière que Dupont avait probablement fait son pire match en bleu. Est-ce que aujourd'hui on a vu un meilleur Antoine Dupont et une meilleure charnière? Oui, on a vu un bien meilleur Antoine Dupont, beaucoup plus dans son sujet. Donc, je rejoins Daniel sur ce petit manque on va dire Julien en parlera peut-être mieux que nous, mais de qualité d'éjection. Mais après, on l'a senti physiquement beaucoup mieux dans son match. Il y a cette initiative là dès la première minute où il est tout de suite à l'intérieur d'Ntamak pour le premier essai français. On l'a vu beaucoup plus au point dans son jeu au pied de pression derrière les rucks par rapport à la semaine dernière. Donc on a retrouvé Antoine Dupont qui retrouve du rythme. C'était pas illogique, il manquait de compétition. On l'a laissé rincer complètement après la tournée d'automne et une année 2021 quand même très particulière pour lui entre le Stade Toulousain et l'équipe nationale. Et Romain Ntamak a été dans son match, donc en effet avec peu d'initiative personnelle. Je l'ai vu moins attaquer la ligne que ce qu'on a pu lui connaître en équipe de France, mais dans le registre et dans, je pense, le schéma de jeu proposé par le staff aujourd'hui, je crois qu'il a répondu présent. Donc cette charnière, elle a fait son match, mais c'est vrai qu'il y a des individualités dont on parlait tout à l'heure qui sont tellement ressorties. C'est difficile de mettre Antoine Dupont ou Romain Ntamak au niveau de la performance individuelle de certains bleus ce soir. Julien, ton avis là-dessus? Non, mais c'est deux analyses de l'équipe de France, Julien Thomas. Oui, non, mais les analyses sont cohérentes et parfaites. Après, il faut savoir que quand même, c'est une charnière qui est attendue, qui est contrôlée, qui est analysée depuis un mois, à mon avis, depuis les derniers matchs par les Irlandais. Donc, savoir comment contrer peut-être le jeu offensif français, on va dire cadenasser cette charnière, donc cadenassant cette charnière même. Donc, on va voir bien sûr une charnière qui sera moins expressive que ce qu'on nous a pu nous montrer en 2021, du fait que elle a les troisième lignes sur le rable, du fait qu'elle a une défense qui monte inversée, du fait qu'il faut qu'elle trouve des solutions rapidement face à une équipe qui met une stratégie par rapport à nos attaques françaises. Là, je pense que la stratégie, on parlait de Romain Ntamak en premier, c'était plutôt de déplacer le ballon dans les couloirs côté français, d'aller chercher bien sûr les Damien Penaud, d'aller chercher les Gabin Villiers, écarter une défense peut-être irlandaise pour les resserrer dans un secteur et une partie du terrain, pour peut-être repartir à l'opposé ou aller prendre le milieu du terrain, avoir les choix de revenir en inversé. Voilà, une stratégie de système de jeu, il me semble, où du coup Romain Ntamak était plus passeur que décisif dans des attaques offensives individuelles. Peut-être du coup dans ce registre-là, on l'a moins vu. On ne peut pas en parler en disant qu'il a fait un grand match, mais dans la stratégie employée et mise en place de la semaine, il a été très efficace. Antoine Dupont, lui, dernièrement était, je trouve, un peu physiquement en dessous. Il a passé une grosse année où il était vraiment sur le toit du monde, et finalement peut-être l'énergie était un peu moindre. En revanche, là, les temps de jeu lui redonnent cette confiance, le capitanat aussi, et finalement là il commence à retrouver un petit peu les galons, il recommence à trouver un petit peu de rythme. Donc aujourd'hui la charnière était pas passable, moyennement bonne, mais efficace pour le jeu français. Efficace, oui Daniel, je te vois. Tu es plutôt d'accord avec les propos de Julien?
Oui, ben, totalement. Ben, on sent tous que c'est pas mal, mais c'est pas top. On sent tous qu'ils ont la guibole, mais qu'ils sont pas transcendants sur le plan athlétique. On sent tous qu'ils sont pas endormis dans la gestion, dans la lecture, et que, ma foi, ils font plutôt quand même bien les choses. Physiquement quand même pour les Bleus, hein. Voilà, à la 65e. Pour les Bleus, mais pas que tous les deux là. Si on est sur ce secteur de la charnière, maintenant une paire de demi, ça a pour mission de base de gérer le jeu d'un collectif, quoi. Tu vois, mais ça c'est une mission de base. Après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Mais le jeu général, il est plutôt, ma foi, axé à partir d'un projet qui est énoncé, qui est travaillé, qui est répété, qui est cerné. Donc ces hommes-là, aujourd'hui, nous semblent avoir été probablement proches du système de jeu proposé par les coachs, mis en place, de la sécurité, de la prudence, de l'occupation de terrain, et évidemment du courage défensif, et évidemment de la lecture, peut-être un peu se servir, quand on a réussi à concentrer une défense, de nos ailiers qui ont un potentiel pétaradant un peu exceptionnel. Voilà, mais bon, et au bout du compte, on sent ce qui est de fait une belle espérance, qu'ils en ont encore probablement pas mal dans les guibolles et dans les crampons. Ouais, pas mal dans les guibolles. Un petit mot pour évidemment évoquer cette équipe d'Irlande aujourd'hui qui s'est inclinée 30-24. Pour en parler, on accueille Bernard Jackman. Bonsoir Bernard. Bonsoir Bernard. Est-ce que vous nous entendez bien, Bernard? Cet homme était un robuste et un généreux. Oui, ancien talonneur de cette équipe d'Irlande, 9 sélections, coach du côté de Grenoble. Bienvenue sur Sud Radio, Bernard. Comment vous considérez la défaite de l'Irlande aujourd'hui sur la pelouse du Stade de France, 30-24? Je suis très fierté avec notre caractère. Je pense après 10 minutes, France a mené 10 points à 0. On a eu beaucoup peur pour le match, mais minute par minute, on a commencé à mettre en place notre jeu un peu. Et même si c'était très difficile pour nous, je crois que vous êtes beaucoup plus puissants que nous. Et ouais, moi je suis très content. On a gagné un bonus défensif parce que je vraiment crois que France a mérité beaucoup plus. J'adore cette équipe de France. Je crois que c'est une super victoire pour vous. En termes de la capacité à gérer un match un peu difficile à la fin. Mais j'espère que le 1 point on a gagné ce soir. Peut-être ça va compter à la fin, mais on était vraiment en infériorité, mais comme je dis, on a montré beaucoup de caractère pour rester dans le match. Je vous félicite pour votre français qui est toujours aussi bon. On entendait cette semaine Fabien Galtier dire que Jonathan Sexton, son absence, elle n'était pas préjudiciable parce que selon lui, le jeu irlandais se place au-dessus des joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, un Jonathan Sexton a manqué à ce 15 du trèfle ou non? Moi, je suis d'accord avec Fabien que maintenant, il y a un style de jeu, un plan de jeu, particulièrement en attaque, c'est moins dépendant de Sexton, mais quand même, il est en gagnant en tête. Mais je crois aussi, même si avec Sexton, le résultat va rester le même. Je crois que France était mieux que nous, particulièrement la banque. Par exemple, vous avez changé toute la première ligne, deuxième ligne à la 25e. Désolé. 55e minute. Et nous, on a mis Furlong et Porter qui est là jusqu'à la 73e minute. Donc, c'est ça c'est le problème pour nous. On n'a pas une banque la même capacité physique que vous, je crois. Et aussi en Irlande, ils n'ont pas là. C'est pas blessé, c'est pas une excuse, c'est pas COVID. On a vraiment 15 mecs, le bon athlète, mais par exemple, nos banques, nos remplaçants, ils ont le mec qui est bon si on a le score. On a le mec comme O'Mahony, Murray, Keane Healy, beaucoup d'expérience, mais je crois qu'ils ont le jour pour fermer le match. Mais je trouve que la Banque de France, c'est le jour avec impact, plus que nous. Plus d'impact pour le banc des Bleus, Daniel, selon Bernard Jackman.
Ben, je suis assez d'accord avec cette analyse-là. Il semble que le potentiel irlandais du banc, les 5 ou 6 joueurs qui vont rentrer en cours de match, sont plutôt des joueurs de conservation que des joueurs de conquête. Oui. Tu vois, c'est des joueurs qui auront les attributs pour bloquer, pour fermer, pour penser, pour l'exemple du courage, plus que pour la conquête, notamment dans ces phases de fin de match où la course est un peu haletante. La course va libérer des prises d'initiative, parfois même un peu de bordel. Tu vois, les fins de match ont des signatures particulières. Les Irlandais sont restés jusqu'au bout assez méthodiques, mais il y a peut-être un peu la rentrée d'Encho qui derrière semble un peu retonifier le potentiel offensif. Mais le potentiel offensif, il était déjà presque saturé. Il jouait beaucoup, il construisait beaucoup, avec des schémas de jeu, pas toujours les mêmes, mais ils n'ont pas pu revigorer. Et c'est vrai. Et reconnaissons l'originalité quand même du coaching français qui, à la 60e minute, même un peu avant, 55e minute, change son 5 de devant. C'est pas rien un 5 de devant. Tu vois, c'est un tiers de l'équipe. Et en même temps, en termes de rayonnement, en termes de conséquences pour l'équipe, en termes de robustesse, en termes de tout, quoi. Le 5 de devant, c'est énorme. Il change le 5 de devant. Et de fait, ça va apporter un potentiel fraîcheur et peut-être même, selon Jackman, et je suis assez d'accord, une touche fraîcheur et une touche rayonnement personnel assez conséquente. La France, elle le finit en souffrance, mais elle le finit dans la maîtrise. Bernard Jackman a été avec nous sur Sud Radio. Question, oui, Quentin Cabanis. Ah, question de Julien Thomas. Exactement, c'était ça. Oui, bonsoir. C'est surtout par rapport à cette composition qui était plutôt jeune et fraîche côté irlandaise. On a parlé du banc, mais la stratégie, est-ce que justement l'expérience aurait pu attaquer ce match pour essayer de contenir et maintenir, on va dire, les Français, puis la fraîcheur avec ces jeunes joueurs qui étaient titulaires et qui ont vraiment du potentiel à contenir une fin de match. En fait, c'était mettre peut-être à l'inverse les remplaçants titulaires et vice-versa, qui était une stratégie, une tactique abordée par les Irlandais. Ouais, je crois que c'est pas une stratégie pour ce match. C'est un peu la manière la mentalité de Farrell. Donc Farrell il veut garder Murray, il veut garder O'Mahony, il veut garder Cian Healy dans l'effectif, mais pas le joueur titulaire. Donc et on ne sait pas, le Sexton aussi, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, mais il a, je crois, 36 ans. Donc, quand tu penses à la Coupe du Monde, il y a encore physiquement comment ils vont être en forme, le bien-être en termes de leur capacité physique, le joueur très âgé. Par exemple, regarde l'Angleterre. Je sais, ils ont perdu la semaine dernière, mais Eddie Jones, il essaie à ce moment de construire une équipe rapidement pour la Coupe du Monde. Moi, je crois qu'à ce moment, il y a encore temps pour changer nos remplaçants et essayer de trouver le joueur qui a l'impact. Par exemple, le jeune talonnaire Sheehan, qui fait 20 minutes, qui est remplaçant derrière Kelleher avec Leinster. Il est jeune, il a 23, 24 ans. Pas beaucoup d'expérience, mais il a fait un sacré match. Et pour nous, il peut être très important la saison prochaine, la Six Nations ou la Coupe du Monde. Mais moi, je crois que c'est la dernière étape pour nous. C'est vraiment d'être plus ambitieux avec nos remplaçants et essayer d'avoir le joueur qui est vraiment le bon athlète, qui a la vitesse, qui a la capacité à augmenter la vitesse, le jeu, etc. Par exemple, il y a la 71e minute. On a eu un penalty devant le poteau. Il vous a en touche. 6 points derrière. Ah oui. On a tapé en touche. Et moi, je crois qu'on a déjà marqué avec un ballon porté après mi-temps. Peut-être c'était le temps pour être plus ambitieux et essayer de gagner le match. Moi, je pense que quand on a tapé en touche le poteau, c'était un peu jouer pour le bonus défensif plus que gagner. Et pour moi, ça c'est. Moi, je crois maintenant ils vont vraiment réfléchir sur sa décision aussi. Mais c'est un peu le fait qu'on a une banque avec beaucoup d'expérience.
peut-être pas le même impact que Mouvaka, Cretin, Luku, etc. Merci beaucoup Bernard Jacquemin d'avoir été avec nous sur Sud Radio. C'était merci très correct Bernard. Il est super l'accent Bernard. Un peu irlandais, mais il est très correct. Il est très correct. Merci Daniel d'avoir été avec nous. On continue évidemment de parler du 15 de France sur Sud Radio. Merci beaucoup Bernard et très bonne soirée. On continue d'en parler avec Philippe Spanghero, Julien Thomas, toute l'équipe Sud Radio pour aller tranquillement vers Toulon. Oui, ce soir, Toulon accueille l'UBB. À tout de suite. Sud Radio Rugby, Alexandre Priam. Sud Radio en direct du Stade de France, encore et toujours après la victoire des Bleus 30-24. On fait le débrief sur Sud Radio évidemment avec toute l'équipe, avec Philippe Spanghero, Julien Thomas, on est avec Daniel Herrero évidemment pour vous compter ce match et à l'instant avec Bernard Jacquemin. Vous retrouverez évidemment tout cet après-match en replay sur YouTube grâce au travail d'Hugo Pérez. On continue de parler de la victoire des Bleus avec vous qui nous écoutez sur Sud Radio 0826 300 300 5 centimes l'appel et on accueille Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Avant de continuer de parler des Bleus, un petit coucou aussi à Mayol. Mayol avec ce soir ce match entre le RCT et l'UBB. Bonsoir Mathias. Allô. Ça va? Vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, j'étais pris de court, tout va bien ici à Mayol. Salut Mathias. Mathias, t'étais hier du côté d'Aix-en-Provence pour la défaite malheureuse des Bleus 17-16 face à l'Irlande. Bon, on a réparé les choses ce soir quand même. Ah oui, c'est vrai, une défaite cruelle. J'ai cru voir le même scénario pendant longtemps au Stade de France avec ces Irlandais qui grappillaient, qui prenaient le dessus physiquement, mais le banc des grands bleus a été bien plus efficace que le banc des petits bleuets. Ouais, c'est ce que nous disait il y a un instant Bernard Jacquemin. Un tout petit mot sur le match de Toulon avant de rebasculer sur l'équipe de France. Toulon, peur sur la ville ou pas du côté de Mayol? Dernier du classement, forcément, peur sur la ville, peur dans le club, une crainte également chez les joueurs. Et en face, l'UBB leader, forcément une crainte, une grande crainte, une peur, même d'évoluer à Mayol, à ce stade qui ne leur réussit plus depuis le début de la saison. Donc évidemment, peur sur la ville ici à Toulon. Ouais, peur sur la ville. On continue évidemment de parler de rugby. On rebascule vers le 6 Nations, mais on te retrouve tout à l'heure, Mathias, évidemment, pour cet ultime match en retard de la journée de top 14. On accueille Vincent qui était avec nous. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Vincent, notre auditeur du Gers? Mais écoute, comme tout le monde, je pense qu'on s'est régalé. Niveau émotion, c'est les montagnes russes. Je pense qu'on est passé par toutes les émotions possibles, l'emballement, l'inquiétude, le soulagement. Et ça, une victoire qui rentre dans l'histoire des Bleus. Vraiment un sommet d'engagement contre une intensité de rudesse et bizarrement 0 carton jaune. Donc c'est quand même aussi à noter. Après on se pose la question, est-ce que la France ne prend pas aussi un ascendant psychologique puisqu'on devient un peu la bête noire des petits verts. On en est à 3 victoires consécutives contre les Irlandais. D'ailleurs je crois qu'on joue au classement de World Rugby. Donc c'est intéressant. Comme a dit Philippe aussi, on a franchi un nouveau cap, un nouveau palier. On respecte la feuille de route en vue de la Coupe du Monde. Et il ne reste plus qu'à gagner des titres, donc là c'est en bonne voie pour le tournoi, mais on va rester prudent. Et il nous restera à battre, je dirais, les Sud-Africains, qui est la grosse nation encore qu'on n'a pas défait dernièrement. Mais clairement, depuis quelques années, le constat, c'est qu'on tartine tout le monde quand même là. Pardon. On est en train de tartiner tout le monde quand même. En quelques années, alors que rappelez-vous, il y a encore 5-6 ans, c'était un peu les vaches maigres où malheureusement, pour les corrections contre tout le monde, on bataillait pour battre les nations, on va dire, un peu moins majeures. Mais là, en effet, je pense qu'on a gagné au niveau de respect, on fait peur à tout le monde, on a gagné clairement en maîtrise. En organisation, en sang-froid aussi, on sait très bien gérer les temps faibles. D'ailleurs, ça me rappelle un peu les matchs face aux All Blacks, où pareil, retour des vestiaires catastrophique. On se dit que c'est pas possible, l'avance qu'on avait à la mi-temps, on va tout perdre et puis on va perdre le match. Et non, on arrive à garder la maîtrise de nos nerfs. Et finalement à finir par une victoire, alors qu'en effet ces matchs on les aurait perdus il y a quelques années. Donc vraiment on a beaucoup gagné ici en conservation. Auparavant on ne savait pas trop quoi faire du ballon, nous brûlait les mains. Là je trouve qu'il y a vraiment un plan de jeu et les joueurs s'y tiennent. Et vraiment ce soir tous ont été au diapason, au très haut niveau. C'est un match international, niveau rugby championship. Donc vraiment de quoi être optimiste pour les prochaines années. Un match de très haut niveau. On en parle aussi avec Émeric. Bonsoir Émeric. Évidemment supporter de France, mais pas que.
qui est aussi le streamer de cette chaîne formidable sur Twitch, Poney Club avec 3 E. On parle de jeux vidéo, mais aussi de sport, de rugby, joueur de rugby. Et oui, le grand Aymeric est là. Il y a tout le monde, hein. tout le monde connaît Aymeric. Aymeric, parce qu'on parlait par texto évidemment aussi pendant ce match. Comment les Bleus ont gagné cette rencontre face à l'Irlande? Qu'est-ce qui a fait la diff pour toi? Mais j'ai envie de dire que pour parler poliment, il y avait la chance à Didier Deschamps, il y a la chance à Galtier. Je crois que tu mets Sexton sur le match. Si les coups de pied sont bien tapés, vu comment dans les airs on était fébrile, je pense qu'on peut avoir encore plus de pression. Je crois que les Irlandais ont tout fait pour pas gagner ce match en fait. On a eu de la chance. Cette pénalité à la fin du match, à quel moment ils vont pas en touche? Pourquoi est-ce qu'ils vont pas jouer? Ils sont à 3 essais. Ils peuvent non seulement nous battre, mais en plus vraiment s'asseoir sur le tournoi et terminer le jeu. C'est fini. S'ils mettent à 4 essais à la France, ils peuvent aller chercher le bonus. Ils peuvent aller chercher et la victoire et le bonus offensif. Je comprends pas du tout le choix de taper la pénalité alors qu'il reste 10 minutes et qu'ils sont dans un momentum totalement à leur avantage. Je pense il faut de la réussite. Les grandes nations doivent avoir de la réussite. On la prend parce qu'on sort un très grand match et que malheureusement on les laisse dans le match pendant trop longtemps. Mais on a eu peur et je pense qu'on a un peu de réussite et il faut le souligner quoi. Un peu de réussite. Philippe, tu es d'accord avec ça aussi sur ces erreurs stratégiques? Bernard Jackman le disait d'ailleurs, hein, l'ancien joueur du 15 du Trèfle il y a un instant sur notre antenne. Il y a eu des erreurs stratégiques. On serait quand même pas habitué d'évoquer des erreurs stratégiques du côté de l'Irlande, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de Jonathan Sexton à ce moment-là sur le terrain. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse, toi, Philippe? Plus ou moins. Alors qu'on a un peu de chance et qu'il en faut, c'est vrai, parce que d'abord on avait pris le pari quand même, on s'attendait à un gros combat devant, du 6-2 sur le banc, c'est-à-dire 6 remplaçants devant, 2 derrière. On a la chance qu'il n'y ait pas de casse derrière qui nous oblige beaucoup plus tôt à réorganiser. Thomas Ramos n'est pas rentré au passage, hein, j'ai l'impression, si je me trompe pas. Thomas Ramos est pas rentré, donc c'est vrai que dans ce genre de match, ça peut déséquilibrer la stratégie. Ça veut dire qu'on va jouer en 7-1 bientôt? Non, on va pas jouer à 7-1, mais c'est vrai qu'en tous les cas, le 6-2... Le 6-2 était efficace. Avec alors un Macalou à l'aile, bien sûr. Non, je suis pas tout à fait d'accord parce que moi, vous savez que je suis toujours partisan des 3 points, même si on a vu les Irlandais efficaces sur les... en même temps. Ouais, non, mais sur les ballons portés, on a vu qu'ils avaient marqué un bel essai sur une pénale touche, mais à ce moment du match, en effet, ils sont dans un temps fort. On est à la 70e. Ils recollent à 3 points. Ils se laissent l'opportunité de récupérer un renvoi derrière, de revenir dans le camp français. Il reste un peu moins de 10 minutes. En effet, ils avaient l'occasion de prendre le bonus, de tuer le match, mais ils ont fait le choix de la raison et je suis pas sûr que Sexton aurait pris une décision différente. Donc après, en effet, on a été fébrile sur les ballons hauts, notamment en début de match, et les Irlandais en ont abusé et on pensait qu'ils utiliseraient beaucoup plus cette arme plus longtemps dans la partie, ce qui n'a pas été le cas. Il y a quelques petites erreurs stratégiques, mais c'est toujours pareil en rugby. Quand tu es pris sur tes bases, sur tes fondamentaux, que tu gagnes pas tes duels et que l'intensité, le rythme, c'est plutôt ton adversaire qui te l'impose, tu perds forcément un peu de lucidité. Voilà. Oui, fini. Termine. C'est bon, j'ai fini. J'ai l'impression que tu voulais que je m'arrête là, donc moi je suis respectueux de la direction. Après, il y a un match qui commence ensuite quand même. Non, mais il a jusqu'à la mi-temps du match de ce soir s'il veut. Il se danielise. Vincent et Aymeric, nos auditeurs, est-ce que maintenant là vous pouvez mettre le PEL sur un grand chelem de l'équipe de France, où on attend quand même de voir ce qui va se passer à Murrayfield dans 2 semaines? Vincent et puis Aymeric. Écoute, on va rester prudent, même si c'est vrai que ce soir on a un peu tendance à s'emballer. Il nous reste 2 déplacements. Ce sera en effet très compliqué à Murrayfield. Ces Écossais qui sont un peu notre bête noire, puisqu'on reste, je crois, sur le 2-7 contre eux dans le tournoi. Ils ont gagné en change d'automne. Donc vigilance. Les Gallois, les vainqueurs de l'an passé, clairement cette année, sont moins rayonnants.
Dans les matchs de tout, on va rester encore une fois vraiment concentré. Même si Bigard aujourd'hui, j'ai trouvé jouer un peu blessé. Est-ce que Châtelet, comme disait Émeric, va nous suivre puisque Sexton ne jouait pas pour l'Irlande, donc Jack Farrell ne jouera pas pour l'Angleterre. Il manquerait plus que Bigard soit absent pour le pays de Galles et c'est vrai qu'on ferait une hécatombe au niveau d'ouverture. Mais en tout cas, c'est un bon voie et j'espère que comme les années précédentes, on ne va pas gâcher malheureusement ce qu'on a pu accomplir parce que c'est vrai que 2 fois on avait l'occasion de remporter le tournoi et 2 fois on nous laisse un peu de peu. Donc cette fois-ci, j'espère qu'on va concrétiser et enfin remporter ce tournoi, même si on ne fait pas le Grand Chelem. Émeric, c'est vrai qu'on a l'opportunité d'aller chercher maintenant le Grand Chelem, mais aussi, comme le dit Vincent, l'opportunité de tout gâcher. Et face à l'Écosse, c'est plutôt ce qu'on fait d'habitude quand même, Émeric. Mais c'est pour ça que moi, si j'ai un PEL à miser, c'est celui de Philippe Spanghero, c'est le mien. Alors là, attends, c'est plus un peu elle là. On sort des cadres. Je me misais gros. Non, mais pour dire que oui, je pense qu'il y a 2 rendez-vous très dangereux. Et désolé nos amis gallois, mais je les ai encore vus jouer cet après-midi. Pour moi, ils sont pas dangereux pour cette équipe de France. Mais il y a 2 rendez-vous très dangereux. Ça sera d'abord le rendez-vous en Écosse où on n'est pas flamboyant et les Écossais viennent de gâcher une grande opportunité en allant perdre au Pays de Galles. Et les Anglais n'auront qu'une envie, c'est de nous empêcher de faire le Grand Chelem au Stade de France. Donc il y a 2 rendez-vous, il faudra être présent. C'est jamais bon de s'enflammer quand on est français, même si on aime bien le faire. Je pense qu'il faut garder la raison. Il faut savoir raison garder. Voilà les mots d'Émeric. Je t'ai rarement entendu dire ça dans ma vie, Émeric. Je te trouve. La sagesse, c'est rare. Oui, c'est venant de dégourdi. C'est la maturité. ça doit être ça. Mais non, mais c'est parce que ça fait peur. On s'est gâché. Tu le vois ce match où on peut le perdre aussi ce match. Sans déconner, c'est tellement stressant, tellement dangereux. Et elle est belle cette équipe de France. Elle mérite que de gagner. On veut juste pas qu'il y ait un retour de karma, quoi. Donc quand t'es supporter, t'as pas envie de porter l'œil sur cette équipe de France qui est magnifique. Voilà, merci beaucoup Émeric, merci beaucoup Vincent d'avoir composé le 0826 300 300. Toujours un plaisir de parler avec les amoureux de rugby. On continue évidemment de parler de rugby avec toute l'équipe Sud Radio, Quentin Cavanis, Julien Thomas, Philippe Spanghero. Mais avant quand même, on va récapituler les 2 résultats qu'il y a eu avec Rémi Dos Santos et surtout le point au classement, Rémi. Parce que ça veut peut-être dire aussi que les Bleus ont une petite marge. On est où sur le classement de ce tournoi des destinations ? Et les Bleus, messieurs, sont donc en tête évidemment de ce tournoi avec 9 points actuellement. Et à la 2e place, on retrouve pour le moment, c'est l'Écosse avec 5 unités, tout comme le Pays de Galles. Et puis les Irlandais suivent avec... ils ont pris le point de bonus aujourd'hui, les Irlandais. Oui. Et ils ont 5 points également, évidemment. 6 non, du coup, avec le point de bonus. 6 avec le point de bonus, 6. Bien sûr. Il y avait eu point de bonus également la semaine dernière, évidemment. Les Irlandais qui sont 2e devant les Écossais 5. On retrouve les Gallois avec 4. Et puis évidemment, pour l'instant, l'Angleterre et l'Italie ferment la marche. Ils s'affrontent demain, les Anglais et les Italiens. Et dans les moins de 20, les Italiens ont battu l'Angleterre 6-0, ce qui est quand même à noter. On va passer la main, Quentin Cavanis. On va retourner vers la Pro D2 Back from the Future. On revient à ce qui s'est passé hier soir avec le conseil de classe, un moment très fort que je te laisse animer. On se retrouve tout à l'heure sur Sud Radio évidemment pour continuer de parler de Top 14. On continue de rester ensemble, mais détour vers la Pro D2, Quentin.